Nous voilà de retour pour une nouvelle PE Car dans ce véhicule hybride avec Gérard Kottmann, ingénieur. Vous êtes aussi, bonjour Monsieur Kottmann. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette balade dans ce véhicule pour Politique énergétique. Vous êtes ingénieur et président de l'association des industriels français exportateurs du nucléaire et nous allons avec vous nous intéresser à la filière nucléaire civile en France. Comment se développe-t-elle? Où en est-elle alors qu'elle est plutôt controversée face à des difficultés, les cuves, l'EPR, la troisième génération qui n'a pas l'air encore de fonctionner? Qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui de la filière du nucléaire civil en France? La filière donc, représente aujourd'hui 2500 entreprises et 220 000 emplois. 220 000 emplois en France? En France, tout à fait. Alors quand on parle de filière, il faut bien voir, on parle toujours des réacteurs, mais la filière, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une chaîne de valeur qui va depuis le combustible jusqu'à la gestion des déchets, au démantèlement, en passant par la fourniture bien évidemment de composants, de robinetterie, de tubes, de vannes, de pièces forgées, la radioprotection, et on oublie quelquefois aussi d'ailleurs même le médical nucléaire, parce que le nucléaire sauve des vies aussi quand même, il faut bien le voir, les réacteurs de recherche, etc. Donc c'est vraiment une panoplie de compétences que la France a développée et qui est quasiment unique au monde dans la largeur de l'éventail. Alors, le premier métier du nucléaire civil, c'est, on imagine, ce sont les centrales nucléaires qui produisent finalement de l'électricité, c'est donc la fourniture d'énergie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est une filière dans le monde, un marché, le nucléaire civil, qui est en voie de régression, ou est-ce qu'au contraire, il se développe? La production d'électricité dans le monde, il faut bien voir aujourd'hui qu'à 70%, elle est réalisée à partir de combustibles fossiles. Les énergies décarbonées, dont fait partie le nucléaire, ne représentent que 30%. Dans les énergies décarbonées, vous avez l'hydraulique, qui est la plus grosse partie, 16%. Vous avez le nucléaire, 11%. Et puis ensuite, vous avez les autres énergies renouvelables qui représentent relativement peu de choses. Donc, au cours de la COP21, on s'est rendu compte que on ne pouvait pas faire face aux défis énergétiques de la planète sans toutes les énergies, dont le nucléaire. Le défi énergétique, il est de deux ordres. Il est d'abord de fournir de l'électricité, de l'énergie en quantité suffisante par rapport à la demande planétaire dans les années qui viennent, mais aussi c'est la sécurité et c'est la réduction et même la fin peut-être un jour du carbone, de l'émission de gaz à effet de serre. Alors en quoi le nucléaire aurait-il sa place dans ce contexte, dans ces deux exigences? La première des choses, c'est déjà donc de se rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart de l'électricité produite dans le monde vient des énergies fossiles. Oui. Et moi qui connais bien par exemple la Chine, je peux vous dire qu'au fil des années, la Chine est devenue un exemple du danger de cette énergie fossile. Parce que entre 86, première année où je suis allé en Chine, et 2016 aujourd'hui, le parc énergétique chinois a été multiplié par 13. Ce qui n'a pas changé, des centrales au charbon essentiellement. C'est 80% de charbon. Et en fait, au fil des ans, j'ai vu que la Chine devenait irrespirable. Et le gouvernement chinois, d'ailleurs tout récemment, a pris la décision de geler la construction de nouvelles centrales au charbon. Au niveau planétaire, nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants. Sur 7 milliards d'habitants, il y en a un qui a toute l'énergie qu'elle veut au niveau électricité. Essentiellement, les pays nantis, nous n'avons pas de problème, nous appuyons sur un bouton, on a du courant, voilà. Il y a 5 milliards qui n'en ont pas assez, dont la Chine et encore plus l'Inde, qui est très en retard en la matière. Et vous avez 1 milliard qui n'a pas accès du tout. Et donc le nucléaire aujourd'hui, beaucoup de pays s'y intéressent. J'ai parlé de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a les pays du Moyen-Orient et il y a également l'Afrique, il y a les pays de l'Amérique du Sud et même aux États-Unis où on construit actuellement 5 centrales. Vous avez besoin d'avoir quelque part derrière l'éolien, derrière le solaire, qui sont des énergies dites intermittentes de ce fait-là, vous avez besoin d'avoir une source d'énergie fiable, prévisible, que vous puissiez utiliser quand vous en avez vraiment besoin. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui un paradoxe, en particulier en Europe, où vous avez une conception européenne essentiellement, je dirais, dictée par l'Allemagne et par l'Autriche, mais surtout par l'Allemagne, qui est on ne veut plus de nucléaire, mais on a un cocktail renouvelable plus fossile. Ce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui, c'est qu'en Allemagne, on produit 30 fois plus de CO2 qu'en France. Et que l'Allemagne construit une centrale de 1000 MW par an au charbon, en rouvrant des mines. Bon, et alors, quel est le paradoxe européen? Le paradoxe européen, donc vous avez cette vision
plutôt germanique d'un mix énergétique qui est renouvelable plus fossile. Et face à ça, avec ce que ça engendre comme production de CO2. Et face à ça, vous avez le mix énergétique proposé par la France, qui est renouvelable, plus nucléaire, entièrement décarboné. Donc aujourd'hui, l'option pour les populations, c'est ça. C'est choisir entre l'option CO2 ou l'option décarbonée. Vous nous parlez de la fiabilité, de la capacité à produire beaucoup d'électricité de la part des centrales nucléaires, du nucléaire, de la filière nucléaire. Mais aujourd'hui, la troisième génération, les EPR, ont des problèmes techniques. EDF est très endetté. Les renouvelables se développent. Alors pourquoi est-ce que le nucléaire serait incontournable dans ce nouveau mix énergétique ? Les EPR ont été développés dans une vision très européenne et très pragmatique des choses. C'est-à-dire que le design de l'EPR est fait dans une optique déterministe. C'est-à-dire que les Américains disent il y a un accident, il y a une chance d'accident sur 1 million dans le nucléaire. Bon, sauf que il y en a eu, comme vous avez dit, Tchernobyl, Fukushima. Voilà. Et la vision française des choses, c'est de dire s'il y a un accident, il ne faut pas que ça sorte de l'enceinte du réacteur. Et c'est en cela que l'EPR, c'est comme ça que l'EPR a été conçu. C'est-à-dire que s'il y a un accident, ça reste à l'intérieur et ça ne peut pas aller ailleurs. D'où la complexité. Il y a quand même 3 EPR aujourd'hui en construction, même 4, parce qu'il y a 2 tranches en Chine. Et sur les 4 tranches, en fait, les 2 dernières, finalement, seront les premières qui seront mises en service parce qu'elles ont bénéficié de quelque chose qui est très important dans le nucléaire, qui est le retour d'expérience. Il faut bien voir qu'on n'avait pas construit de nouvelles centrales nucléaires depuis 20 ans. Et là, on construit des EPR qui sont d'une technologie plus sur complexe. Leur problème. Quel est leur problème principal ? En fait, qu'est-ce que vous nous expliquez ? Qu'on est plus exigeant et donc on surveille les tout petits soucis ? Non, de toute façon, la transparence du nucléaire veut que n'importe quel petit détail, n'importe quelle petite micro-fissure qui n'a a priori pas d'incidence sur la sécurité ni sur la qualité, soit rapporté, soit investigué de façon à ce qu'on atteigne une qualité suprême. Et quand est-ce qu'on en mettra en service alors ? Alors donc l'EPR aujourd'hui, même le premier EPR qui a été lancé à Olkiluoto, on dit qu'il sera mis en service en 2018. Il est aujourd'hui, comme je vous le disais, l'EPR en Chine sera probablement mis en service avant, parce qu'il aura bénéficié de tous les retours d'expérience des 2 autres EPR qui ont été lancés, qui sont Olkiluoto en Finlande et Flamanville en France. Pourquoi, pour la filière nucléaire française du nucléaire civil, les 220 000 emplois dont vous nous parlez, pourquoi c'est important de tenir un salon au Bourget ? L'idée de ce salon, c'est de copier ce qui a été fait avec grand succès par l'industrie aéronautique. Le Bourget aéronautique existe depuis 100 ans et qui est devenu un rendez-vous incontournable de l'aéronautique mondiale. Et en fait, c'est extrêmement bénéfique pour l'industrie parce qu'on attire sur le sol français tous les clients, tous les représentants de l'industrie du monde entier. On se confronte aussi à la concurrence, c'est vrai, mais la concurrence permet de progresser également. Donc, vous voulez faire la même chose dans le nucléaire ? Exactement, on fait la même chose dans le nucléaire. Et, le Bourget des avions, le Bourget des centrales, ce sera tous les 2 ans ? Alors, on le fait tous les 2 ans et on le fait alternativement. C'est-à-dire que les années impaires, c'est le Bourget aéronautique, les années paires, c'est le Bourget nucléaire. Merci d'avoir accepté cette invitation, cette PECA.